Bonjour à tous. Alors, on est dans un monde qui change très très vite. Et aujourd'hui, ce dont on entend très souvent parler, c'est de l'homme bionique, de l'homme augmenté, des membres artificiels. Je vais aller un petit peu en contre-pied de tout ça et je vais vous parler de prothèses de membres inférieurs. Prothèse de membres inférieurs, malgré tout, ça reste un membre artificiel. Et je vais vous présenter ces aspects sous l'approche biomécanique. Et également, je vais vous parler de l'appareillage, qui est un beau métier qui consiste à adapter un système artificiel à une personne bien particulière pour remplacer l'anatomie qu'elle a perdue. Avant de vous parler de biomécanique, je voudrais juste avoir quelques mots sur le handicap. Le handicap, c'est une notion qui est complexe. On la comprend de mieux en mieux aujourd'hui. Et le handicap, on peut le définir sous trois aspects, ou en tout cas avoir trois volets à la notion de handicap. La première chose et la plus importante, c'est le projet de vie d'une personne. La deuxième chose, c'est que cette personne, c'est un individu, il est unique. Il peut y avoir des différences entre différents handicaps. L'âge peut avoir une influence sur ce handicap. Et ce handicap, il va avoir des effets qui vont être plus ou moins importants en fonction de l'environnement dans lequel la personne en situation de handicap se trouve. La société dans laquelle elle évolue. La société qui va limiter les barrières ou qui va essayer de limiter son handicap ou qui au contraire ne va pas faire grand-chose pour elle. Une société qui va décider de prendre en charge ce handicap à un niveau plus ou moins élevé. Le handicap qui est à la base une limitation de son interaction avec son environnement va se répercuter sur l'ensemble de ces trois volets. Moi, je travaille dans un laboratoire de biomécanique, et du coup, la biomécanique, je vais vous en parler maintenant, c'est une des disciplines qui nous permet de s'intéresser un petit peu à ces trois volets. S'intéresser au projet de vie d'une personne, aux activités qu'elle réalise, s'intéresser aux spécificités individuelles de la personne à qui on a affaire, et s'intéresser peut-être pas directement à la société, mais en tout cas à l'environnement dans lequel ces personnes évoluent. Alors la biomécanique, c'est une discipline science de l'ingénieur, mais qui se trouve à la frontière avec les sciences du vivant. Alors la biomécanique, ça s'intéresse à énormément de champs différents, mais c'est également, et plus dans mon cas, un outil qui nous permet de s'intéresser à la locomotion. La locomotion, ça peut sembler extrêmement banal, mais au final, c'est une activité qui est extrêmement complexe, de par le fait que notre appareil locomoteur est extrêmement complexe. Il est constitué d'une multitude d'os, différentes articulations. Ces articulations vont être contrôlées par une multitude de muscles. En rose, vous avez quelques muscles et un schéma qui représentent l'action des muscles qu'on dit monoarticulaires, donc des muscles qui ont l'articulation. On va en avoir des agonistes et des antagonistes, et les articulations vont dépendre de la bataille entre ces deux muscles. On a également d'autres muscles qu'on appelle biarticulaires, qui sont là en violet, qui vont donc contrôler le mouvement de deux articulations successives. Donc, on a deux qui sont extrêmement importants au niveau de la cuisse, et un qui est également très important au niveau du mollet, qui va contrôler à la fois le mouvement du pied et de la cheville, mais en même temps le mouvement du genou. Dans le cas d'une amputation, donc une personne va perdre une partie de son membre inférieur, si cette amputation a lieu au-dessus du genou, va conserver, ou en tout cas le chirurgien va essayer de conserver au maximum les muscles monoarticulaires, mais par contre au niveau des muscles qui étaient biarticulaires, le chirurgien va remanier le membre résiduel, suturer entre eux ces muscles biarticulaires, et cette fois-ci, ces muscles ne vont avoir une action plus que sur la hanche résiduelle de la personne. Et après, le métier de l'orthoprothésiste, ça va être de concevoir une interface entre le membre résiduel de la personne qui a été amputée, on va appeler une emboîture, et le fabricant de dispositifs prothétiques, son objectif, ça va être de remplacer la partie de l'appareil locomoteur qui est perdue par des dispositifs artificiels. Au niveau du genou, on va assembler des articulations avec des actionneurs qui peuvent être hydrauliques. Au niveau du pied, on a tellement de muscles, tellement d'os, tellement de ligaments, tellement de tendons, qu'aujourd'hui, la solution la plus efficace et la plus performante, c'est de remplacer cet ensemble d'os et de solides par un seul système, mais qui lui va être déformable. Et du coup, cette déformation va lui permettre de emmagasiner de l'énergie et de la restituer. Alors en biomécanique, on dispose d'outils extrêmement performants grâce à ce monde qui évolue. Et donc on utilise les techniques qu'on peut aujourd'hui voir dans l'animation ou dans le cinéma, qui consistent à mesurer le mouvement humain. Donc c'est une très vieille discipline, mais qui aujourd'hui est complètement informatique.
On va pouvoir mesurer en 3D le mouvement, déterminer les vitesses, les accélérations, et en même temps coupler ces analyses à la mesure de l'action mécanique exercée à l'homme sur son environnement, et notamment sur le sol. Et du coup, quand on conçoit un composant prothétique, aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est à quantifier le mouvement d'une personne asymptomatique, quantifier le mouvement d'une personne qui est appareillée, identifier les limites et les compensations que ces composants vont introduire. Donc, soit en s'intéressant à des chaînes de solides rigides, soit à des systèmes qui vont être déformables. Parallèle de ces analyses qu'on peut faire sur une personne qui est appareillée, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer des maquettes, qu'elles soient expérimentales ou numériques, qui vont dans un premier temps nous aider à comprendre comment peut fonctionner un membre artificiel, comment cet ensemble mécanique peut nous aider à marcher. Et dans un deuxième temps, en exploitant ces maquettes numériques, ce qu'on cherche à faire, c'est optimiser la réponse de ces systèmes dans deux objectifs. Par exemple, on peut essayer d'optimiser un composant existant pour d'autres activités de la vie quotidienne, donc faire courir des personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas, ou alors chercher à optimiser ces composants non pas pour un jeune sportif, mais pour des personnes qui peuvent être vieillissantes et présenter d'autres pathologies. Aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle les prothèses de membres inférieurs, il y a un gold standard qui est utilisé les jours par des personnes qui sont appareillées, et il va se constituer au niveau du genou de systèmes qui sont pilotés par des microprocesseurs. Du coup, au sein même de la prothèse, vous avez une multitude de capteurs qui vont permettre d'estimer, de récupérer de l'information et d'estimer la situation dans laquelle on se trouve. Ces informations vont être rapatriées vers un microcontrôleur qui va embarquer différents algorithmes et qui va venir, par l'intermédiaire de petits actionneurs, modifier la réponse mécanique d'un système. Typiquement, on va venir piloter des vannes hydrauliques pour autoriser un freinage plus ou moins important en fonction de est-ce que la personne descend un escalier, est-ce qu'elle est en train de marcher, est-ce qu'elle marche à une vitesse importante ou une vitesse réduite, à s'asseoir, aider à descendre des pentes. Et les pieds prothétiques, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce sont des systèmes qui sont déformables en matériaux composites pour gagner en rigidité, en légèreté, et qui vont permettre à la personne de se déplacer sur les différents environnements urbains. Ces systèmes-là, aujourd'hui, on le sait, ils ont énormément apporté aux personnes qui sont amputées de nos jours. Ils leur ont amélioré la qualité de vie et amélioré leur sécurité. Typiquement, les genoux avec des microprocesseurs, si vous trébuchez, la prothèse va s'en apercevoir et plutôt que de vous laisser complètement tomber, elle va vous freiner et empêcher que vous tombiez sur le sol. En revanche, au niveau des composants actuels, il persiste des difficultés et les personnes, quand on les fait parler, elles vont vous dire qu'elles ont des difficultés non pas sur un terrain bien plat, bien horizontal, elles vont vous dire que les difficultés, elles apparaissent quand elles évoluent à l'extérieur de leur maison. Une partie de ces difficultés vont provenir d'un manque d'adaptation du pied et de la cheville. On imagine bien qu'un pied qui a une rigidité fixe, qui va être fixe pendant la phase oscillante, va faire que votre orteil va avoir du mal à se dégager du sol, et quand vous allez monter une pente, ça va augmenter le risque que vos orteils touchent le sol et entraîner la chute. Si vous descendez une pente et que votre pied a une raideur qui est prévue pour de la marche à plat, en descente de pente, la raideur sera trop élevée, votre pied ira trop tard à plat, ce qui va faire que vous allez être plus longtemps sur le coin du talon, et forcément vous allez augmenter votre risque de glissade. Il y a certaines situations comme la descente d'escalier, où là la rigidité elle est prévue pour marcher sur du plat. Nous, avec nos muscles, on est capable de modifier en permanence la raideur équivalente de notre cheville. Personne qui est appareillée, elle va devoir compenser cette adaptation en adoptant des stratégies qui vont être spécifiques. Pour s'en rendre compte, en fait, il faut imaginer que vous descendez un escalier avec des chaussures de ski, vous avez une raideur qui est beaucoup trop importante. Le seul moyen de remplacer le mouvement de votre cheville, ça va être de mettre le milieu de votre pied sur le nez de la marche et de faire la bascule autour de ce nez de marche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une personne qui est appareillée aujourd'hui, elle va être en permanence obligée de viser le milieu de la marche, le nez de la marche avec le milieu de son pied pour permettre à son tibia de passer au-dessus de cette marche. Alors dans le monde, il y a énormément de développements et de travaux qui cherchent à résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, vous avez des solutions hydrauliques, on va chercher à mettre des microprocesseurs à l'intérieur de ces systèmes hydrauliques pour remplacer la cheville, et même des systèmes motorisés
qui vont donc modifier la position de cette cheville et apporter de l'énergie à l'utilisateur. Nous, on a plutôt cherché à partir sur un concept un petit peu différent. J'avais pris le temps au tout début de vous parler des muscles biarticulaires, parce que les deux jumeaux donc, qui constituent notre mollet, donc un des plus gros muscles de notre jambe, est un muscle biarticulaire. C'est un muscle qui vient s'insérer au-dessus du genou et qui vient s'insérer après la cheville. Donc on est parti de ce principe-là. On a dessiné sur une feuille de papier un système biarticulaire avec une articulation au genou, une articulation à la cheville. Et on a imaginé un actionneur hydraulique reliant les deux articulations, connecté hydrauliquement, qui permet de transférer de l'énergie entre le genou et la cheville. Et après, on a des capteurs, un microcontrôleur qui va nous permettre de piloter la réponse mécanique de ce dispositif. On a travaillé avec différents laboratoires en Europe, dans un premier temps pour équiper nos premiers prototypes avec une multitude de capteurs, donc ce n'était pas forcément très séduisant au départ, recueillir de l'information et créer des premiers algorithmes qui nous permettaient de nous repérer dans notre cycle de marche. Et à partir de ces mêmes capteurs, en les interrogeant à des moments bien précis de ce cycle de marche, en fait, on est en permanence en train d'essayer d'estimer la situation dans laquelle la personne se trouve. Une fois qu'on a estimé la situation dans laquelle on est, encore faut-il apporter la bonne adaptation au bon moment. Donc, grâce à un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, on a pu travailler avec différents centres cliniques. Et pendant ce projet, sur les photos que vous avez à gauche, en fait, on a fait marcher des personnes asymptomatiques et des personnes appareillées dans les situations qu'elles rencontrent quotidiennement, peuvent leur apporter des difficultés. Marcher dans des pentes, dans des escaliers, dans des dévers. Et ce qu'on cherche, c'est mesurer les compensations qu'elles sont obligées de mettre en place pour franchir ces... et voir comment nous on s'adapte. Quelles sont les modifications mécaniques que nous nous apportons. Et sur la vidéo que vous avez à droite, c'est un des prototypes où on essayait les premières adaptations qu'on pouvait mettre en place. Donc vous voyez la personne qui monte un escalier, qui monte une pente. Au fur et à mesure de la pente, la position de sa cheville en fait va s'adapter à l'évolution de cette pente. Et en descente d'escalier, le mouvement de la cheville qui est autorisé, au final, n'est uniquement dû qu'au fait que la personne est en train d'utiliser son genou. Là, le genou savait qu'on est dans un escalier. Du coup, elle ne fait que passer cette information à la cheville, reproduit l'action de ce muscle biarticulaire et permet ce mouvement de dorsiflexion de cheville. On va aller de plus en plus loin. On est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Dans ce système-là, il y a des composants électroniques qui coûtaient, il y a 5-6 ans, 10 fois à 100 fois le prix qui coûte aujourd'hui. Et donc, on sait que dans ce monde en perpétuelle évolution, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'on aille dans la vie réelle et que ces technologies servent à des personnes dans leur quotidien. Voilà.